Bonjour Maxime et bienvenue sur la Maïeutique. Cher Joris, heureux de vous retrouver, heureux de retrouver les auditeurs de la Maïeutique. Comme d'habitude, je répondrai à toutes leurs questions et merci à eux de partager notre émission, de lever le pouce, ça nous encourage à poursuivre notre action. Certains me disent une émission de cette qualité devrait avoir une plus grande diffusion. Alors je leur réponds que la qualité est souvent incompatible avec la quantité. Donc nous sommes une émission réservée à des gens qui veulent réfléchir. Donc nous allons essayer de commenter l'actualité récente, en particulier sur le plan international, sans prendre parti. On le rappelle souvent ici, il est très difficile de mesurer l'impact de mesures politiques, car l'économie n'est pas une matière figée, c'est un système vivant, complexe, où chaque action entraîne une multitude de réactions. C'est pourquoi notre objectif aujourd'hui est d'expliquer et de décrypter ce qui est en train de se passer. Et pour cela, nous avons la chance d'être accompagnés de Maxime, dont l'expérience économique va nous permettre d'y voir plus clair. Oui, alors moi je lis tous les commentaires sur les sujets qui m'intéressent, je lis les éditorialistes, j'ai un réseau de 1300 personnes dans LinkedIn, dont 600 experts, et puis j'ai quelques amis qui sont des gens de très haut niveau, et qui ont une expérience et avec qui j'échange tous les mois. Donc si je fais cette émission, c'est parce que je travaille beaucoup avant, hein, voilà, et en essayant de simplifier les choses quand même, parce que il faut arriver à dire les choses simplement, sinon on ne dit rien. Alors, pour structurer l'émission, nous avons préparé une série de questions que vous pouvez retrouver dans la description sous la vidéo, associées à des timecodes, et cela vous permet de naviguer plus rapidement entre les questions. Donc aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thèmes, dont sur l'actualité avec les nouvelles taxes douanières mises en place par les États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Sans oublier les conséquences économiques que cela peut entraîner. Ensuite, on se penchera sur des implications concrètes pour l'Europe et en particulier pour la France. Et enfin, on parlera de la situation toute particulière de la France avec ses vulnérabilités et de l'intérêt dans ce contexte de réfléchir à la protection de l'épargne. Alors, Maxime, première question pour ouvrir cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur des droits de douane appliqués par les États-Unis avant et après que ce soit initié par Donald Trump? Bon, nous vivons un choc, une déflagration et peut-être même un changement du cours de l'histoire aujourd'hui, car les projets du président des États-Unis sont des projets de revenir à des tarifs douaniers tels qu'ils existaient au début du siècle dernier. Donc c'est un choc de grande ampleur. Pour répondre à votre question sur l'Union européenne, avant les décisions de Trump, on avait des droits de douane de 1,2%. Aujourd'hui, nous sommes à 21,2%. Ce sont les fameux droits de douane réciproques. Alors je vais expliquer ce que c'est. C'est une invention de Trump, normative, abusive, je vais l'expliquer. Et ces 21,2% s'ajoutent aux 25% qui touchent l'acier, l'aluminium et les automobiles. Alors les 25% aluminium, acier, automobile touchent le monde entier, y compris les voisins des États-Unis, le Mexique et le Canada. Ensuite, Trump a construit je ne sais pas si je peux dire une construction intellectuelle, mais une construction normative. Il considère que les déficits des États-Unis sont une sorte d'injustice, alors que les déficits des États-Unis, au total, c'est 900 milliards de dollars de déficit, le commerce extérieur américain. Ce n'est que la contrepartie d'une surconsommation et d'une sous-épargne américaine
américaines qui ne sont possibles, qui n'est possible que grâce au fait que les capitaux du monde entier sont polarisés sur le dollar et que les États-Unis trouvent toujours, in fine, un moyen de financement. Mais il fait semblant de considérer que c'est de notre faute. D'où ces droits de douane qu'il appelle réciproques, alors qu'il n'y a aucune réciprocité. C'est lui qui provoque un choc, une déflagration, une guerre commerciale. Alors, il fait le calcul suivant, il prend le déficit de son pays par rapport à notre pays, il rapporte ce déficit aux importations de son pays, ça donne un coefficient, ce coefficient il le divise par 2 et ça donne une taxe. Ainsi, sur l'Union européenne, le déficit des États-Unis est de 235 milliards pour des importations de 605 milliards. Alors, il divise 235 par 605 et il trouve 39%, 0,39. Il divise 0,39 par 2, il arrondit, ça fait 20% de taxes. Et ainsi de suite vis-à-vis de tous les autres pays, sauf le Mexique et le Canada, pour lesquels il s'en tient aux 25% sur l'acier, l'aluminium et les automobiles. Alors, le résultat, c'est qu'à l'heure où nous parlons, vous avez 21,2% de taxes sur tous les produits européens qui, je le répète, s'ajoutent aux 25% acier, aluminium, automobile, sauf que, à la suite du crash boursier obligataire de l'autre jour, il a décidé de suspendre, et nous reviendrons, je pense, sur cette décision qui a été prise dans un climat de panique, et il a décidé de suspendre de 10%, ce qui fait que, à l'heure où nous parlons, nous sommes à 11,2% contre un objectif de 21,2%. Pour la Chine, c'est beaucoup plus grave. Les chiffres que j'ai sous les yeux, alors il y a eu plusieurs strates, une première de 10% qui existait avant l'arrivée de Trump, une seconde de 20% le 4 mars, et puis ensuite ces fameux droits dits réciproques, qui sont, je le répète, une construction purement normative et répressive de Trump. Et là, comme le déficit est colossal, le chiffre que j'ai 64%, mais en réalité, ce que je lis, c'est que comme la Chine a riposté et qu'il y a eu une contre-riposte, à l'heure où nous parlons, le prix des produits américains en Chine a doublé, et le prix des produits chinois aux États-Unis a doublé. Donc, nous sommes à la veille d'un choc inflationniste de toute première importance. Le canard enchaîné de la semaine dernière l'illustrait. On voyait une boîte, et il y a une flèche comme ça qui sortait de la boîte, et ça s'appelait inflation. Donc, un chiffre pour illustrer mon propos. Les économistes américains estiment que ce choc inflationniste va représenter une taxe de 3 à 5 000 $ pour un ménage américain moyen, 3 à 5 000 $. Donc vous voyez, c'est un choc inflationniste et c'est un choc d'impôt, en réalité très important. La question c'est, va-t-il entraîner une récession de l'économie américaine? Est-ce que c'est clair pour vous, Joris, et est-ce que c'est clair pour nos auditeurs? Donc il a mis sur pause pour la moitié de la taxe, et il a mis sur pause en raison de la panique qui s'est produite l'autre jour sur les marchés boursiers et obligataires. Alors, juste pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de réaliser qu'acheter moins cher à l'étranger, cela revient à petit à faire baisser leur propre niveau de vie? Alors, plus précisément, ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'on peut faire fonctionner une mondialisation durable avec de tels écarts de niveau de vie entre les pays? Avec des pays occidentaux ayant des normes très strictes sur le travail, l'accident du travail, l'hygiène, des prestations sociales, avec les retraites, les vacances, et de l'autre, des salaires bien inférieurs. On peut facilement trouver en Chine des ouvriers qui sont payés 5 $ de l'heure, alors qu'aux États-Unis, on dépasse largement les 50 $ de l'heure. Parce que quand j'étais étudiant, je me souviens que l'on nous disait que la mondialisation allait tirer tout le monde vers le haut.
que les pays émergents, en s'industrialisant, allaient finir par revendiquer les mêmes droits sociaux qu'en France, et que petit à petit, on jouerait tous à armes égales, avec des salaires équivalents et des normes équivalentes. Mais cette convergence, depuis presque plus de 40 ans, on ne la voit toujours pas arriver. Alors là, vous ouvrez un autre sujet. Hein. Non, mais on peut le traiter rapidement en parlant du graphique en trompe d'éléphant. La mondialisation et le dernier prix Nobel avant Jean Tirole, issu français, c'était Maurice Allais, qui était un libéral pur sucre. Il disait non, on ne peut pas faire du libre-échange avec des pays ayant des normes sociales aussi différentes. Alors, le résultat de cette mondialisation, c'est un graphique qui ressemble à un éléphant, c'est-à-dire que la mondialisation s'est traduite par une croissance très importante des revenus des classes moyennes dans les pays en voie de développement et par des inégalités croissantes dans les pays développés. Autrement dit, il y a eu un bien, c'est la progression du niveau de vie dans les pays en développement, mais il y a eu un mal, et c'est ça effectivement qui ronge l'Amérique de Trump, ce sont des inégalités croissantes dans les pays développés. Mais dans le fond, pour comprendre Trump, il faut intégrer trois dimensions. D'abord, les États-Unis ne supportent plus de perdre le leadership mondial. Et les économistes qui ont étudié l'histoire du capitalisme depuis le Moyen-Âge ont toujours observé que les changements de centre du capitalisme, Jacques Attali aussi a travaillé là-dessus, les changements du centre du capitalisme, Gênes, Venise, Bruges au Moyen-Âge, se sont toujours traduits par des conflits très forts. Donc là, il y a un conflit qui est latent depuis au moins 20 ans. Les États-Unis perdent le leadership. D'ailleurs, c'est pas complètement sûr qu'ils le perdent parce que la Chine est minée par le déclin démographique. Hein. J'ouvre et je referme la parenthèse. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est l'isolationnisme américain, qui est une tendance ancienne aux États-Unis. On l'avait au début de la Seconde Guerre mondiale, quand Roosevelt, pour venir au secours de l'Angleterre sous le Blitz, a inventé le mécanisme du Credit Buy pour convaincre le Congrès des États-Unis d'intervenir. Et en fait, c'était pas du tout naturel d'intervenir. Le Congrès ne voulait pas intervenir. Et la troisième tendance, c'est Trump lui-même, avec ses crises. Donc le personnage qui hyperbolise par sa personnalité, ainsi que celle d'Elon Musk, la prise du pouvoir par l'oligarchie aux États-Unis, car j'ouvre et je referme la parenthèse, Musk est à la tête de 347 milliards de dollars, c'est une fortune sans précédent dans l'histoire, et il est à la tête désormais du gouvernement américain. Et il fait 50% de son business avec le gouvernement américain. Donc vous avez à la fois la tendance isolationniste, vous avez la perte du leadership américain dans le monde, vous avez, je dirais, la folie trumpienne, je mets folie entre guillemets, hein, et vous avez la prise du pouvoir par l'oligarchie. Donc si vous intégrez toutes ces données, vous comprenez ce qui se passe actuellement aux États-Unis, mais avec une très grande incertitude, parce que, et c'est ce que nous allons essayer de montrer à nos auditeurs, on ne sait pas de quel côté ça va tomber, et on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Quelles sont les raisons officiellement avancées par l'administration américaine pour justifier ces droits de douane ? Est-ce que c'est uniquement économique ou y a-t-il des considérations stratégiques ou politiques derrière ces décisions ? Je l'ai dit, ils considèrent que leur déficit, qui est de 900 milliards de dollars à l'échelle mondiale, est une sorte d'injustice. D'où la notion de droit réciproque. Mais il n'y a pas de droit. Ils créent des taxes parce qu'ils considèrent que cette situation est le résultat d'une injustice. En réalité, cette situation est le résultat d'une surconsommation américaine, d'une sous-épargne qui n'est durable que par les privilèges du dollar. Or, ce privilège du dollar lui-même est remis en cause
D'ailleurs, il y a eu l'autre jour, dans la panique, des ventes massives de bons du Trésor américain par la Banque centrale chinoise, et il est remis en cause par le projet de monnaie des BRICS. Projet qui pour le moment est une utopie, mais on voit très bien que l'Asie est en train de s'organiser pour être parfaitement autonome et développe des courants de libre-échange pour résister au protectionnisme américain avec un projet monétaire qui pourrait un jour, et ce jour est encore lointain, s'opposer au dollar et à l'euro. Donc c'est vraiment une remise en cause du leadership américain. Alors juste vite fait, pour revenir sur les raisons qui ont poussé les États-Unis à imposer de telles taxes douanières. J'ai le souvenir, encore il n'y a pas très longtemps, d'avoir entendu nos responsables politiques dire que certains pays, la Chine notamment, pratiquaient une forme de concurrence déloyale, avec une main-d'œuvre bien moins chère et ayant des normes de sécurité, de travail beaucoup moins strictes qu'en Occident. Et forcément, bon, dans l'agriculture ou pour nos industriels, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée pour arriver à concurrencer des entreprises chinoises. Et forcément, ça rend la tâche très compliquée pour nos agriculteurs, nos industriels, en particulier dans le domaine des voitures électriques. Oui, ben, vous évoquez les normes sociales, les normes le travail des enfants, enfin les choses les plus choquantes. Mais vous avez encore un écart considérable lié tout simplement à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que nous, les Européens, nous essayons de tendre vers l'accord de Paris. C'était l'accord de Paris, tout le monde l'a oublié. C'était de réduire les émissions de carbone de 55% en 2030 versus 1990. Nous, les Européens, et en particulier la France, nous sommes à moins 30, moins 35%. Nous ne sommes pas dans l'accord de Paris, mais nous tendons vers l'accord de Paris. Alors que les autres pays, pardonnez-moi d'être un peu trivial, mais ils s'en foutent complètement. Trump, dans son premier quinquennat, a complètement abandonné l'accord de Paris, et la Chine considère qu'elle doit tendre vers le zéro carbone en 2050, mais l'objectif intermédiaire de 2030, elle s'en fout. Et sans parler de l'Inde, qui est aujourd'hui le premier producteur mondial et accroît ses gaz à effet de serre. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que la grande barrière que l'Union européenne aurait dû mettre, et on l'avait prévu en 2020 quand on a fait le plan Next Generation, avec 800 milliards d'euros d'investissement prévus, en particulier au profit des pays les plus faibles comme l'Italie, et actuellement il n'y a que 300 milliards de tirés, c'était une taxe carbone aux frontières. Cette taxe carbone aux frontières, le projet, pour le moment, est abandonné. Donc c'est ça la grande limite qu'il faudrait mettre dans le commerce avec ces pays. Bon, ça sera peut-être en off, on verra, Maxime. Mais ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'en France, et même en Europe, les politiques se sont offusqués quand les États-Unis ont annoncé de nouvelles taxes. Mais chez nous, on a l'impression que nos hommes politiques ont remarqué à ce moment-là que les taxes ne sont pas la solution à tout. Alors qu'ils ne savent créer que des taxes. Oui, mais pour le moment, nous n'avons pas répliqué à l'agression de Trump, ou pratiquement pas. C'est-à-dire que là, à l'heure où nous sommes, nous Européens, nous sommes taxés à 11,2, alors qu'avant le retour de Trump, on était à 1. Bon, 1,2. Bon. Mais on a 10% qui nous pendent au nez dans 90 jours. Un peu moins de 90 jours maintenant, 80 jours. Donc, on a une taxe de 20,2. Mais nous n'avons pas répliqué. Pour le moment. Pour le moment, les Européens recherchent leur posture. Question importante. Quel impact cela risque d'avoir sur la croissance mondiale ? Il va y avoir un impact négatif sur la croissance mondiale, c'est une banalité de le dire. La dernière prévision du FMI, Fonds monétaire international, qui date de 2 semaines, pour la croissance mondiale, c'est 2%.
Alors que, antérieurement, la prévision était de 3%, et au cours des dernières années, la croissance mondiale oscillait entre 3 et 4%. Après avoir connu, d'ailleurs, une période où elle était plutôt entre 5 et 7%. Donc nous sommes sur une tendance déclinante. La question, c'est allons-nous vers une récession ? Parce que derrière la récession, il y a l'emploi, évidemment, mais il y a aussi la dette et la soutenabilité de la dette. Le risque de récession est actuellement chiffré par JP Morgan. Je prends cette prévision, mais elle est emblématique, à 0,6, c'est-à-dire 60%, un peu plus d'une chance sur deux. Un peu plus d'une chance sur deux. Alors que avant les événements douaniers que nous évoquons, au début de Trump, le chiffrage était de 40%. On est passé de 0,4 à 0,6. Donc il y a bien un risque de récession mondiale, en tout cas de chute de la croissance. Monsieur Bayrou, on en parlera tout à l'heure, qui est à la recherche de 40 à 50 milliards, nous dit que l'impact sur la croissance française va être d'un demi-point de PIB. Déjà. Donc il n'y a aucun doute, ça déprime, et ça déprime pourquoi ? Parce qu'il va y avoir cet impôt douanier, donc moins de consommation, plus d'inflation, et puis aussi une très grande inquiétude de tout le monde, à commencer des chefs d'entreprise qui ne savent plus très bien. Vous voyez, le président Macron leur dit n'allez pas investir aux États-Unis, mais d'ailleurs c'est à mon avis très contre-productif de dire ça, parce que ils sont à la recherche de coûts de l'énergie qui sont 3 à 4 fois moins chers. Donc inquiétude pour l'investissement, inquiétude pour le consommateur, inquiétude générale. Donc oui, la croissance mondiale va diminuer. Si vous regardez... Une petite précision, quand vous dites que la croissance diminue, c'est qu'elle va moins accélérer ou que l'on va avoir une croissance négative ? Non, elle va moins accélérer. Ok, donc elle ne va pas être négative, on ne va pas avoir de récession. Non, pour le moment non, mais elle va moins accélérer et l'investissement va décélérer aussi. Alors, je lève le bras pour vous montrer, chers auditeurs, le graphique que Marc Toiti prépare pour nous régulièrement, que nous appelons PMI, Purchase Manufacturing Index, c'est-à-dire l'enquête auprès des directeurs d'achat de Markit Londres, qui a le mérite d'être faite le 3e jour du mois dans le monde entier, et qui montre, alors au-dessous de 50, on est au-dessous du seuil de croissance. Et donc vous voyez que pour la France, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que je les connais par cœur. Pour le manufacturé, on est autour de 47-48, et pour les services, on est à peine sur le seuil de croissance. Donc nous sommes dans une passe de décélération de la croissance, il n'y a aucun doute. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que ces nouvelles vont mettre un coup d'arrêt, voire un coup de frein violent à la mondialisation. Mais du coup, Maxime, quels sont les avantages qu'auraient les États-Unis à vouloir freiner la mondialisation ? Qu'est-ce qu'ils espèrent pouvoir en retirer ? Pour les États-Unis, alors il faut avoir deux chiffres en tête pour comprendre. Pour les États-Unis, l'extérieur, c'est 10% de leur PIB. Pour nous, l'extérieur, c'est, quand je dis nous les Européens, c'est selon les pays, entre 25 et 35%, voire 40% pour les Pays-Bas. Donc on n'est pas du tout dans la même perception du monde. Les États-Unis peuvent concevoir une Amérique isolée qui gère ses affaires comme elle l'entend, en se foutant du reste du monde, y compris en se foutant du réchauffement climatique. Sauf que le réchauffement climatique, on le partage. Il n'y a pas un réchauffement climatique par zone en fonction des émissions de gaz. Bon. Mais l'Amérique peut avoir cette conception isolationniste. Nous, Européens, nous ne pouvons pas l'avoir. Mais je crois que nous allons effectivement, plus que vers une démondialisation. Oui, le deuxième chiffre que je voulais citer, c'est que le commerce extérieur américain ne représente jamais que 15% du commerce mondial.
Donc il peut y avoir un commerce mondial libre-échangiste, indépendamment des États-Unis. Et là, vous avez une grande zone qui, je dirais, malheureusement, est l'avenir, l'Asie, je mets l'Inde, la Chine, les pays du sud-est asiatique et l'Océanie, qui de plus en plus se constituent en zone autonome, intégrée, libre-échangiste, et qui peut-être un jour sera unie par une monnaie, dont le cœur sera la monnaie chinoise, évidemment. Bon, on n'en est pas là, mais on sent très très bien cette tendance se dégager. Et puis l'Europe, qui dans cette affaire est le maillon faible, parce qu'elle n'a pas d'énergie, au sens physique, elle n'a pas de source d'énergie, elle est très en retard en matière d'innovation, et elle a une monnaie commune sans avoir de gouvernement, sans avoir de dette fédérale, sans avoir d'épargne fédérale, enfin bref, une monnaie non optimale, une monnaie sans gouvernement. Et là, effectivement, la logique, c'est que cette Europe s'intègre davantage et recherche des délocalisations vers d'autres zones. Et je pense en particulier à l'Inde, car les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, des droits de douane, j'ai dit plus de 100% pour la Chine, 50% pour le sud-est asiatique, 21% en gros pour l'Europe, l'Inde, elle, est autour de 25 ou 27%. Donc on pourrait concevoir que des délocalisations qui ne pourront plus se faire vers la Chine ou vers le sud-est asiatique pourraient se faire vers l'Inde, par exemple. Mais ça, c'est de la prospective. Concrètement, on a déjà vu dans l'histoire des économies fonctionner en vase clos, en particulier l'URSS, pendant des décennies. Ça ne les a pas vraiment poussés à innover ou à améliorer leur niveau de vie. On peut difficilement dire que ça a été une expérience concluante, même si la politique de l'URSS de l'époque n'est pas comparable à celle menée par les États-Unis. Mais au final, est-ce que s'isoler, ou du moins freiner fortement les échanges internationaux, c'est vraiment une bonne stratégie sur le long terme? Là où Trump va probablement se piéger lui-même, c'est qu'il va s'apercevoir qu'au bout de 40 ans de mondialisation, les chaînes de production sont trop imbriquées pour que l'on puisse mettre des barrières douanières. Je m'explique. N'importe quel produit qui se trouve dans ce studio a traversé au moins 5 frontières pour arriver jusqu'à nous. Et pour produire un téléphone de haut de gamme aux États-Unis, il y a des composants qui ont franchi 20 frontières. C'est-à-dire que le produit, pour s'élaborer jusqu'à la fin, le produit a franchi 20 frontières. Et 5 en moyenne pour les produits que nous consommons ici en France. Donc, il sera impossible de substituer aux produits chinois dont les prix ont doublé, je répète, les prix sont sur le point de doubler, il sera impossible de substituer des produits américains. Une partie pourra être substituée, une autre ne le pourra pas. Donc, en réalité, pour comprendre Trump, il faut lire le seul livre qu'il ait écrit dans sa vie, L'art du deal. L'art du deal, Trump, il vous fout un coup sur la tête et il vous dit « Alors, vous avez mal ?» Alors vous dites « Ah oui, j'ai vraiment mal. » Maintenant, on va négocier. Mais c'est du bluff. Donc, on peut voir ce qu'il fait là comme un bluff qui nous permettra plus tard de connaître vraiment ses cartes. Et on a déjà une idée par ce qu'on appelle, dans le domaine monétaire, le futur accord de Mar-a-Lago, qui serait une sorte d'accord du Plaza 1984. Le but était d'arrêter l'appréciation du dollar. Trump voudrait déprécier le dollar tout en assurant le financement des États-Unis. Déprécier le dollar pour compenser les droits de douane, d'un côté, et de l'autre côté, obliger les pays auxquels il aura donné un coup sur la tête et qu'il amènera à négocier
à souscrire des bons du Trésor américain à 50 ans ou à 100 ans pour assurer le financement des États-Unis. Ce plan est un plan qui est agité par le secrétaire d'État au Trésor et qui est commenté par la presse, mais pour le moment, il n'a pas dévoilé ses cartes. C'est une supposition. Bon, juste une remarque en passant. On avait vu, l'un comme l'autre, que la baisse des échanges internationaux, donc moins d'échanges et de transport de marchandises à l'échelle mondiale, pouvait en effet avoir un impact beaucoup plus fort sur la réduction des gaz à effet de serre que certaines mesures locales, comme le DPE en France ou l'utilisation de la voiture électrique. Je dis ça spécialement pour ceux qui s'inquiètent du réchauffement climatique. Et je sais que pour vous, Maxime, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mais franchement, c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence avec des produits qui sont fabriqués en France, conditionnés en Asie ou en Afrique, et qui reviennent pour être vendus en France. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis amoureux de mon petit village dans l'Aveyron, où nous essayons d'être résilients et d'assurer une certaine autonomie alimentaire et énergétique. Mais ce que vous dites là recoupe ce que dit Jean-Marc Jancovici depuis quelques semaines, c'est-à-dire que derrière les déclarations de Trump, son négationnisme climatique, etc., en réalité, les États-Unis ont tendance à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par des substitutions dans les sources d'énergie. Ils le font pas exprès, hein, mais de fait. Et effectivement, s'il devait y avoir une réduction très forte, et c'est ce qui va se produire à coup sûr, hein, du commerce transpacifique, voire transatlantique, ça contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, la logique de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la résilience. La résilience, c'est l'idée de zones plus autonomes, plus auto-centrées. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Oui, c'est un peu ça. Oui, parce que pour le moment, on ne nous présente que les effets négatifs. Simplement, là, nous sommes face à des événements très violents. On reparlera du crash boursier obligataire, des risques pour l'épargne dans les semaines, les mois qui viennent. Et là, personne ne sait si ce que fait Trump va être maîtrisé. Personne ne peut l'affirmer. Vous avez dans les Échos de ce matin Jean-Marc Vittori qui dit « Nous sommes dans une très très grande incertitude ». Parce que, quand on y pense, les États-Unis jouent un jeu assez risqué, en déclenchant une guerre commerciale qui peut faire chuter la bourse. Il ne faut pas oublier que là-bas, la retraite repose essentiellement sur de la capitalisation. Donc, si les marchés boursiers dégringolent, ce sont des millions d'Américains qui voient leur retraite fondre comme neige au soleil. Ce qui doit inquiéter sérieusement une bonne partie de la population américaine et peut-être même faire perdre une bonne partie de l'électorat de Donald Trump. Alors, vous avez, depuis quelques semaines, et on n'en parle pas beaucoup en France, des mouvements d'opinion très hostiles à Trump, y compris au sein du Parti républicain. Alors, pour le moment, on va regarder les graphiques boursiers. On est loin d'un véritable crash boursier, car s'il est vrai que les bourses et les différents indices que vous voyez ont baissé de 10 à 15%, depuis, si on se réfère à 2022, vous avez encore une augmentation de 40% pour les indices américains et de 22% pour le CAC 40. Donc on a un niveau des bourses qui est très élevé et qui, à mon avis, est anormalement élevé. Hein, parce que il faut toujours voir le rapport entre les cours et les bénéfices attendus. Et pour une croissance mondiale qui, de toute manière, va se réduire, cette affaire ne tient pas la route. Mais effectivement, si la bourse, s'il y a encore des crashs boursiers, c'est mauvais pour le retraité américain, c'est mauvais pour le retraité allemand d'ailleurs aussi, et donc c'est mauvais pour la popularité de Trump, il n'y a aucun doute. Maxime, on a bien compris qu'en augmentant les taxes à l'importation, les produits étrangers vont mécaniquement coûter plus cher sur le sol américain. Et donc cela va contribuer à augmenter l'inflation.
quelles en sont les conséquences possibles sur l'économie américaine? Alors, d'abord, moi j'ai en tête l'idée que le prix des produits chinois aux États-Unis va doubler. Donc c'est un choc considérable. Et c'est là qu'est le choc inflationniste. Deuxièmement... Donc, juste pour bien comprendre sur un exemple concret, si on prend les iPhones avec les composants comme l'écran ou les batteries qui peuvent être fabriqués en Chine, même si le produit final est assemblé aux États-Unis, est-ce que les pièces intermédiaires sont donc touchées aussi par cette taxe? Alors, même si je rappelle que pour le moment, les États-Unis se sont abstenus pour mettre des taxes sur les produits électroniques dans certains secteurs. Hein. Ben oui, évidemment, ça sera impacté. Tout ce qui vient d'Asie sera impacté. Donc là, vous avez un choc inflationniste, et vous l'avez dans tous les sens d'ailleurs aussi. Hein. Les produits européens qui sont beaucoup moins importants, mais ils seront plus chers, parce que l'Europe ripostera. Donc le choc inflationniste est là. Vous avez aussi, on va parler tout à l'heure de la situation des finances publiques en France, une situation des finances publiques qui n'est pas maîtrisée, puisque le déficit américain sur PIB, c'est de 7%. Hein. En France, on est autour de 6. Hein. Donc ils ont un déficit qui est encore plus grand que le nôtre. Et dans ces conditions, vous avez une tendance à l'augmentation des taux d'intérêt long terme. On a vu bondir les taux d'intérêt long terme la semaine dernière, hein, jusqu'à 4,4%, quelque chose comme ça. Et les provocations incessantes et le manque de respect de Trump vis-à-vis d'une des plus vieilles institutions des États-Unis, qui est la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale. À partir du moment où la Banque centrale n'est plus respectée, les marchés vont se dire « Ouh là là, mais alors l'inflation risque d'augmenter » et vous avez après ce qu'on appelle les prévisions autoréalisatrices. Si je pense que l'inflation va augmenter, je vends mes titres obligataires en attendant des titres dont le taux d'intérêt sera plus élevé. Et ce faisant, je fais augmenter les taux. Donc voilà les mécanismes inflationnistes. Schématisé. Moi, je vois les prévisions d'inflation aux États-Unis actuellement sont de 4,4% pour l'année prochaine. Hein. Et nous aurons forcément des répercussions en Europe aussi. Hein. Finalement, j'aurais une formule, c'est que la mondialisation débridée telle que nous l'avons vécue, c'était un pouvoir d'achat élevé avec des produits pas chers, c'était un réchauffement du climat avec les gaz à effet de serre et des inégalités croissantes dans les pays développés. C'était ça la mondialisation. Et là, les trois variables sont remises en cause. Alors, c'est vrai que je reviens sur ce point, il me tient un peu à cœur, parce que dans les années 80, quand j'étais au collège, notre professeur d'histoire-géographie nous expliquait notamment que la France souffrait à l'ouverture donc de la mondialisation, en particulier à cause de la Chine. Le coût du travail y était particulièrement bas, il n'y avait aucune norme, aucun avantage social, et à cette époque, on nous disait qu'il fallait être patient, que le progrès social finirait par arriver là-bas aussi, en même temps que l'industrialisation, et qu'un jour, on pratiquerait tous une concurrence à armes égales. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que la Chine n'est déjà toujours pas une démocratie. Certes, les salaires ont bien augmenté, mais ils restent encore loin des niveaux occidentaux. Et ne parlons pas des normes. Alors la question que l'on peut légitimement se poser, est-ce que l'on peut continuer encore longtemps avec une zone économique mondiale avec des écarts de conditions de travail, de droits sociaux et de niveau de vie aussi importants? Ça pourrait être ça, à condition que nous ne soyons pas tous morts avant. Mais je veux dire par là qu'à partir du moment où la planète se réchauffe, et elle se réchauffe plus vite que ce qui était prévu, beaucoup plus vite, puisque le 1,5 qui devait ne jamais être atteint, on l'a déjà atteint cette année. Bon, il y a cet aspect. Mais il y a ensuite les inégalités, parce que
jamais les inégalités, à la fois de patrimoine et de revenus, n'ont été aussi fortes aux États-Unis. Alors, en France, on s'en rend pas compte parce que les inégalités de revenus interquartiles après impôt sont faibles, voire les plus faibles du monde, mais les inégalités de patrimoine ont énormément augmenté aussi. Nous allons vers une sorte de... Avant que cet idéal soit atteint, parce que moi aussi j'entendais ces raisonnements-là, de dire petit à petit tout va s'égaliser. Ben non, parce que nous avons le risque climatique avec tous les effets collatéraux, et nous avons le risque de sociétés beaucoup trop inégalitaires. Maxime, alors la France, bon, elle risque un peu de se faire secouer si l'inflation revient et que les taux d'intérêt augmentent. La France est un pays extrêmement fragile. Alors, j'en ai conscience depuis de nombreuses années, mais il se trouve que hier, je suis allé à Toulouse faire une conférence sur l'euro, en anglais d'ailleurs, et j'ai utilisé les excellents graphiques de mon ami Pierre Jaillet, qui est professeur à l'IRIS, alors on pourra les présenter dans une autre émission, sur les divergences dans la zone euro. Et il y a un graphique dont j'avais pas conscience, c'est la part de l'industrie manufacturière sur la valeur ajoutée. Nous sommes aujourd'hui dans le pays de Georges Pompidou qui disait en 1973, j'étais jeune étudiant à Montpellier, le Gai Paris, les folies bergères, tout ça c'est fini, nous sommes devenus une grande puissance industrielle dans tous les domaines, la France est en tête. Bon, nous sommes au-dessous de la Grèce, c'est-à-dire que Pierre a fait ressortir un graphique de part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée. Nous sommes à 8%. La Grèce est à 9% et l'Allemagne est à 22 ou à 23%. Et ce qui m'a frappé dans le graphique, vous savez, enfin moi je suis un peu comme les banquiers centraux, je préfère un graphique qu'un discours, c'est que sur 10-20 ans, c'est comme ça diverge. Hein. Donc la France est en très mauvaise posture, elle a, vous le savez, alors on va regarder ce graphique que nous aimons bien, qu'a fait Marc Toiti, ce sont les émissions de dette dans la zone euro. Regardez les émissions de dette de la France, c'est le premier émetteur de dette de la zone euro, et vous voyez qu'elles s'accroissent sans cesse alors que celles de l'Allemagne et de l'Italie diminuent. Il s'agit du total des émissions de la France, de l'Italie et de l'Allemagne par rapport au total de la zone euro. Et donc on voit que la dette française s'aggrave maintenant automatiquement par le biais du déficit primaire. Nous avons le plus fort déficit primaire de la zone euro, 4 points de PIB, donc 120 milliards. Et nous avons, à l'heure où nous parlons, un déficit qui est proche de 6% du PIB en réalité, et ça fait le double. Ça fait plus du double de la zone euro. Donc, et nous sommes le pays qui travaille le moins au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Et nous avons, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, le taux d'emploi des seniors, et des jeunes d'ailleurs, le plus faible du monde. Donc la France est en très mauvaise posture. Et la mauvaise posture est aggravée par le fait qu'on ne dit pas la vérité aux Français. On n'arrête pas de mentir. On ment par omission. On ment par omission. Donc j'ai l'impression, et je pense que c'est une bonne image, que l'économie de la France est prise dans un étau qui se resserre. On a déjà les retraites qui ne sont pas financées et dont le déficit ne fait qu'augmenter mécaniquement, avec le nombre d'actifs qui baisse et le nombre de retraités qui augmente. Et sur le plan de la dette, les charges sont de plus en plus importantes et on peut dire qu'elles s'alimentent elles-mêmes. Qui s'alimentent elles-mêmes, oui. On remarque aussi qu'on a de moins en moins d'industrie et si l'inflation repart, ça va accélérer le tout. Bref, où que l'on regarde, la situation semble quand même compliquée. Oui, non, mais moi je ne suis pas étonné parce que je suis ça depuis 40 ans. Voilà, depuis 40 ans je suis ça. Je le suivais au début de ma carrière à la direction des études de la Banque de France. Après, je l'ai suivi à titre personnel, privé. Aujourd'hui, je le suis de nouveau à titre professionnel, mais dans le cadre de mes activités d'enseignement.
et de la société de séminaire que j'ai créée, Vigieco. Donc je ne suis pas étonné par cette situation et je ne sais pas comment ça se terminera. Ça peut se terminer comme le prévoit Charles Gave. Alors moi je suis pas sur la même longueur de Charles Gave parce que je suis un militant européen. Je suis un supporter de l'euro et je suis un militant non politisé d'une fédération européenne. Mais ça peut se traduire par une crise très violente de la zone euro à cause de la France. J'ai quand même l'impression que le gouvernement, et c'est valable pour les gouvernements précédents, laisse la situation s'installer comme si on ne pouvait rien faire de particulier, et que c'est aux Français en fait de s'adapter coûte que coûte. Les industries ferment ou se délocalisent parce que la main-d'œuvre est trop chère. Donc on a une économie plutôt basée sur des services, mais il n'y a pas vraiment de pilotage ou de vision claire. Et ça me fait penser un peu à ce que l'on observe dans les villes quand il y a de grands travaux. Pendant plusieurs mois, tout est chamboulé, et ce sont souvent les petits commerces qui sont autour des travaux qui trinquent. On l'a vu par exemple à Albi, pendant les travaux il y a quelques décennies du marché couvert, ou les travaux il y a moins longtemps pour faire le grand théâtre. Pratiquement tous les commerces qui étaient autour de ces zones de travaux ont fermé, et une fois les travaux terminés, ce sont de nouveaux commerces qui se sont implantés. C'est un peu la même logique, j'ai l'impression, à l'échelle nationale. On laisse faire et on ne protège pas vraiment les acteurs existants. On attend que ceux qui survivent s'adaptent au nouvel environnement, ou que d'autres commerces émergent. Oui, oui, mais ce que vous dites revient à dire que la France n'est pas vraiment gouvernée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vue d'ensemble, il n'y a pas un plan d'ensemble, et on ajuste tout par la dérive budgétaire, quoi. Maxime, on a déjà vu par le passé, son premier mandat, Trump prendre certaines décisions radicales sur les taxes à l'importation, puis qu'il était déjà revenu en arrière assez rapidement. Et certains disaient à l'époque, oui, mais c'est normal, il change souvent d'avis, c'est un peu sa manière de négocier. Sauf que cette fois, avec l'épisode que l'on a eu, il me semble qu'il se passe quelque chose de plus grave, de plus structurant. On n'est plus dans le simple coup de pression ou de stratégie de communication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé et pourquoi la séquence que l'on vient de vivre n'est pas comparable aux précédentes? Oui, Trump a été pris de panique par les résultats de son action, car l'effondrement boursier relativement limité a été accompagné d'un effondrement obligataire, du début d'un effondrement obligataire. Et ça, c'est anormal. Et il est suffisamment introduit sur les marchés par l'oligarchie pour savoir que c'est anormal. Je m'explique. Quand vous avez un effondrement boursier, comme on a eu en 2008 d'ailleurs, avec ce qu'on a appelé à tort d'ailleurs la crise des subprimes, les subprimes n'étant que l'allumette qui a mis le feu à la forêt, il y a ce qu'on appelle flight to security, c'est-à-dire que les capitaux qui se sentent en insécurité sur le marché boursier se réfugient vers ce qui est considéré comme la valeur sûre des valeurs sûres, les bons du Trésor. Et ça fait baisser les taux d'intérêt. C'est ce qui fait qu'en France, l'État, à l'époque, a prêté de l'argent aux banques pour les renflouer à partir d'emprunts que le fisc français a financés à des taux d'intérêt très bas. Et là, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que là, il y a eu un double crash, à la fois boursier et obligataire. Parce que les pays asiatiques ont vendu des bons du Trésor américain. Ce qui veut bien dire qu'on est dans une guerre, là, parce que à partir du moment où la Chine vend des bons du Trésor américain, comme elle a des réserves immenses, elle peut anéantir complètement le Trésor américain. Donc, alors là, il s'est aperçu que qu'il était allé trop loin, qu'il ne maîtrisait plus, et il a annoncé cette pause. Mais cette pause correspond aussi à l'art du deal. Je te donne un coup sur la tête, je vois ce que ça te fait, après je t'invite à négocier. Et, moi j'ai été interrogé par Esprit Occitanie, qui est une radio toulousaine, qui m'a parlé de la manipulation. Alors sur le coup, j'ai pas bien compris, mais j'ai appris après coup que
Il a averti ses amis en tweetant pour dire bon, ben maintenant c'est le moment de réinvestir parce que je vais annoncer la pause. Donc tout ça est extrêmement suspect. Hein, le rapport avec l'oligarchie, il n'y a plus aujourd'hui de muraille de Chine entre l'État et l'oligarchie, mais il est certain que il a été dépassé. Ça ne sera pas, à mon avis, la dernière fois, par le résultat de sa propre action. D'où la pause. D'où la pause. Donc ce n'était pas prévu, pour une fois, ce n'était pas un coup de bluff calculé. Oui, il a pris peur, parce que ce qui caractérise quand même Trump et Musk, qui est son double oligarchique, hein, c'est qu'ils sont guidés quand même par leur pulsion. Hein, ils sont dans la pulsion, ils sont dans une certaine violence. Ils n'ont peur de rien, ils ne doutent de rien, et ils ne pratiquent jamais l'intelligence telle que Paul Valéry la définissait, qui est l'art de douter et de penser un peu contre soi-même. Non, ça, jamais. Hein, Justement, Maxime, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et je me demande, lorsqu'on est à leur place, Musk, Trump ou d'autres profils similaires, comment est-ce qu'on peut être mesuré ? Comment savoir que l'on est en train de se tromper ? Parce que depuis le début de leur vie, ce sont souvent leurs décisions, et souvent contre l'avis des autres personnes qui les entourent, qui les ont propulsés là où ils sont. Donc, dans ce contexte, comment pourrait-il accorder du crédit à ceux qui les entourent ? Ils doivent sincèrement penser que seuls eux voient clair, qu'ils ont par exemple une capacité d'analyse supérieure, une sorte d'instinct qui les a toujours guidés, et ils doivent se demander pourquoi finalement cette lucidité s'arrêterait-elle aujourd'hui ? Mais vous avez complètement raison. C'est l'art. Le dictateur, c'est celui qui est toujours dans sa propre pulsion, qui a toujours réussi et qui est incapable de se modérer et de penser contre lui-même. Hein, donc, effectivement, pourquoi se modérerait-il ? Maxime, est-ce que vous voulez nous faire un petit point sur la France ? Dans cette émission de la Maïeutique et dans les échanges que nous avons avec nos auditeurs, puisque nous avons beaucoup d'échanges écrits après les émissions, nous avons beaucoup parlé de la situation financière de la France, qui est catastrophique, et nous avons parlé des conséquences sur l'épargne. Là, nous faisons une petite actualisation. Où sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril. Bon, M. Bayrou cherche 40 à 50 milliards pour boucler son budget 2026. Son budget 2026, c'est un engagement européen à passer de 5,4% de déficit sur PIB à 4,6%. Bon, ça fait un gros point de PIB. Sauf que, à l'heure où nous parlons, on devrait être à 5,4%, mais on n'y est pas. On est plutôt à 5,8%, 6%. Et il n'a pour le moment pas l'ombre d'une idée sur la manière dont il va s'y prendre. La seule chose qui soit certaine, et je m'engage là-dessus, c'est que les retraites seront désindexées. Alors peut-être pas les petites retraites, à partir de 2 000 euros, 2 500 euros, il y aura une désindexation des retraites. Elle devait avoir lieu l'an dernier, mais vous savez, c'est le mécanisme de la loi spéciale qui s'est recalé sur 2024, qui fait que les retraites... Bon, mais ça fait pas le compte, hein. Ça fait pas le compte, hein. La désindexation des retraites, ça fait 7 milliards, 8 milliards, bon. Donc, la copie est à écrire. Et vous avez une sorte de mensonge actuellement, mais ce mensonge se situe dans le cadre d'un gouvernement impossible, puisqu'il n'y a pas de majorité, et que Bayrou se demande comment il va faire pour arriver jusqu'à la dissolution, qui devrait avoir lieu pendant l'été, hein, ou au début de l'été. En réalité, je n'en sais rien, mais comment il va pouvoir se maintenir ? Alors, il se maintient un peu en faisant les yeux doux à Madame Le Pen, hein, et en compatissant au malheur qui arrive à Madame Le Pen, et il est dans une sorte de mensonge obligatoire. Ce mensonge, c'est que
son ministre répète qu'il ne veut pas augmenter les impôts, mais en même temps, ils ne veulent pas vraiment réduire les dépenses. Et donc, c'est un mensonge. On ne peut pas réduire le déficit en laissant les dépenses sans augmenter les impôts. Donc, il faut choisir. Mais ils sont incapables de choisir et ils sont incapables d'imaginer un véritable plan de réduction des dépenses. Bon, je ne vais pas développer mes idées personnelles, mais elles ne sont pas personnelles du tout, d'ailleurs. Mes idées, ce sont celles que montrent les données qui sont irréfutables. La France a besoin de travailler plus et de dépenser moins. Nous sommes le pays qui travaille le moins au monde, et si nous avions les mêmes taux d'emploi des seniors que les pays d'Europe du Nord, nous l'avons dit, c'est Gilles Berset, l'économiste et président du COR, qui l'a écrit, nous aurions 140 milliards de ressources fiscales et de cotisations supplémentaires. Et notre déficit est de 170. Alors vous voyez, 140 à aller à 170, le problème serait presque résolu. Nous avons besoin de travailler beaucoup plus. Mais ça, on ne peut pas le faire comme ça. Ça ne peut être que progressif. Mais là où nous nous enfonçons dans le mensonge, c'est de laisser croire, il y a toujours le conclave sur les retraites, de laisser croire qu'on peut faire la... Alors il ne le laisse plus croire maintenant, mais il a quand même engagé ce conclave où on laissait entendre que peut-être on pourrait revenir à la retraite à 62 ans, alors que ce qui nous attend, c'est la retraite à 67 ans. Bon, voilà quelques réflexions personnelles, mais pour le moment, l'équation est impossible. Mais il faut suivre heure par heure, parce que quand ça va tomber, ça va tomber. Et ça va tomber sur les retraités, ça va tomber sur les épargnants, et ça va tomber sur les revenus supérieurs, ce qui est normal d'ailleurs. Oui, parce que pour le moment, ils n'ont pas trop mis la main sur l'épargne. Bon, il y a eu quand même cette petite incitation à épargner dans la défense. On aurait pu penser qu'il y ait des contraintes qui soient mises en place et qui soient beaucoup plus fortes. Ils ont fait un petit plan pour flécher, enfin, ils ont fait un minima, quoi. Mais Bayrou cherche 40 à 50 milliards. En réalité, pour stabiliser l'endettement de la France, il faudrait trouver 120 milliards, c'est le déficit primaire, le plus important de la zone euro et de l'Union européenne d'ailleurs, plus 30 milliards d'écart entre le taux de croissance et le taux d'intérêt nominal. Pour stabiliser, il faudrait trouver 150 milliards. Et pour financer la transition et la défense, il faudrait trouver au moins 50 milliards de plus. Donc, le défi à relever, c'est un défi à 200 milliards. Je crois même que j'avais présenté ici un tableau qui montrait que c'était 220 milliards. Alors, naturellement, c'est pas 220 milliards à trouver dans l'année. C'est ces 220 milliards à trouver sur plusieurs années. Mais vous voyez, 40-50 milliards qui ne trouvent pas, c'est une toute petite partie de l'enjeu qui nous attend. Donc on va donner quelques conseils, comment protéger son épargne. Alors pour les épargnants qui veulent protéger leur épargne, prudence. Prudence maximale. Alors je m'explique. Bon, d'abord, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est investir chez soi. Chez soi, dans sa maison, dans ses équipements, pour sa propre sécurité, sa propre résilience. Bon. C'est tout bête, hein, mais c'est carpe diem, c'est se faire plaisir, c'est s'équiper. Là, on ne peut pas vous le prendre, c'est votre bien immobilier. Prenons schématiquement les différents actifs. L'immobilier, c'est un bon investissement, on ne peut pas vous le prendre. Mais prudence, car la reprise du marché est très timide et le nombre de transactions n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une petite reprise des prix, les prix, disons, ont cessé de baisser, mais il manque toujours 25% des transactions. Donc, on ne sait pas comment ça va tourner. Et si les taux d'intérêt long terme, les taux d'intérêt court terme baisseront, la BCE va baisser ses taux, mais les taux d'intérêt long terme, eux, ont plutôt tendance à augmenter. Et s'ils augmentent, la petite reprise actuelle fera long feu. Donc, j'ai tendance à penser qu'il est trop tôt pour réacheter de l'immobilier. La bourse, prudence, car nous pouvons avoir encore de nouveaux crashs boursiers.
dans le contexte que nous avons décrit au début de cette émission, où nous sommes menacés de récession. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste deux choses. Pour ceux qui sont prêts à immobiliser leur épargne à long terme, il y a l'or. L'or ne cesse de monter et ne cessera de monter puisque c'est la valeur refuge des valeurs refuges. Mais vous savez que l'or, c'est pas liquide, on peut pas acheter, vendre, donc ça suppose d'immobiliser une partie de ses avoirs. Et il y a tout simplement acheter du bilan bancaire, ce que j'appelle du bilan bancaire, c'est-à-dire des dépôts en banque à terme, dans un système bancaire qui est bien sécurisé. Et vous avez des dépôts à terme, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 18 mois. Et à 18 mois, vous tendez vers une rémunération à 3% pour une inflation qui est inférieure à 1. Et si vous voulez casser votre dépôt avant, alors vous êtes à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, vous êtes autour de 2% et vous êtes autour du taux du livret A. Et si vous le faites en ayant l'habileté de le faire en passant soit par votre société si vous avez une société, soit en passant par la société de vos amis, de vos enfants, de vos parents comme associés. Vous apportez des comptes courants d'associés. Vous disparaissez en tant que personne. C'est la société. Et là, vous mettez votre argent doublement à l'abri. Vous le mettez à l'abri d'un crash boursier. Vous obtenez une rémunération qui n'est pas négligeable. Et en tant que personne, vous disparaissez. C'est la société qui porte votre épargne. Donc, je crois que nous avions dit ça déjà. Alors, c'est un bon calcul, avec la prudence tout de même que l'argent que l'on apporte doit être placé en compte d'associé dans une société qui soit saine. Parce que si demain il y a un crash boursier, on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur les sociétés. Alors, moi je parle de petites sociétés personnelles, de type SASU. Bon, il se trouve que moi, j'en ai créé une, pour une raison simple, c'est que mes interventions en milieu universitaire sont portées par cette petite société, et puis je propose des séminaires. C'est une société unipersonnelle. Mais vos enfants, vos parents, votre femme ont des sociétés pour porter leur commerce, et vous pouvez très bien, vous, être associé au capital, avec ne serait-ce qu'une petite part du capital, et à ce moment-là, apporter des comptes courants d'associés, c'est parfaitement légal. Vous pouvez apporter 50 000, 100 000, 200 000 euros et obtenir une rémunération par la banque de société. Donc, je ne dis pas investir dans des sociétés que vous ne connaissez pas. Je dis investir dans votre société ou dans des sociétés de parents, d'enfants, d'amis. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont auto-entrepreneurs et qui ont... c'est plutôt auto-entrepreneur, mais des SASU, c'est quand même assez courant. Oui, parce qu'auto-entrepreneur, il faut faire attention, le patrimoine professionnel et personnel ne sont pas dissociés. Oui, non mais là je parle de SASU. Quand vous parlez d'investir dans le bilan bancaire, est-ce qu'on doit obligatoirement passer par une société ou on peut y investir à titre personnel ? Alors, c'est à voir, oui, bien sûr que oui, mais d'abord, vous apparaissez en tant que personne, et deuxièmement, la rémunération est peut-être un peu moins élevée, il faut voir. Oui. Moi, le chiffre que j'ai pour une petite société, c'est à 18 mois, et ça ne vous empêche pas de reprendre votre argent avant, mais à 18 mois, vous avez une rémunération de 2,9%. Compte tenu du taux actuel de l'inflation, qui est largement inférieur à 2%, c'est plus que le livret A, c'est pas mal. Très bien, merci Maxime, et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.